Hey, what's up, guys? Yellow Seat, le podcast le plus diversifié sur l'entrepreneuriat et des affaires au Québec, en français aussi. J'ai plugué tous mes mots-clés. Aujourd'hui, je vous amène un invité qui va vous emmener tout plein d'inspiration, avec une bonne humeur, un enthousiasme. Je pense que c'est la personne la plus enthousiaste qu'il y a sur Facebook Québec. Charles Côté. Comment ça va? Merci pour l'invitation. Je suis content d'être là. Ça va super bien. Pareillement, je suis content de t'avoir. Je sais qu'on avait essayé plusieurs fois à se connecter, puis on l'a finalement eu. Puis je suis content vraiment que ça se passe ici, justement, au nouveau locaux de Black Box Media. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, juste pour commencer, ouvrir directement la glace. Parle-moi de toi. Parle-moi vraiment. Découvrons-nous. Qui est Charles Côté? Puis après, on va aller dans le piquant. Là, dans le piquant. On commence soft avec la sauce douce. Exactement. En fait, pour les gens qui ne me connaissent pas, il y en a sûrement plusieurs qui t'écoutent et qui me disent « C'est qui, lui, Charles Côté, de Drôlement Inspirant? » J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Drôlement Inspirant. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on offre de la formation, du coaching au niveau de la confiance en soi et de la communication, ce que j'appelle la confiance sociale. Donc, parce que, tu sais, confiance en soi, tout le monde sait c'est quoi la confiance en soi. L'estime personnelle, c'est important d'être confiant. Souvent, on le voit plus d'un point de vue, moi envers moi-même, est-ce que je vais être prête à travailler pour arriver à atteindre mes objectifs, à atteindre mes rêves. Mais d'un point de vue social, du genre, ben là, j'arrive ici, on se connaît pas, on se présente, comment être à l'aise socialement. Et, on se fait pas vraiment enseigner ça. T'sais. On se fait enseigner comment parler à l'école, comment mettre les mots quand on les écrit, comment vraiment interagir avec les gens. On ne se le fait pas vraiment enseigner. Donc, on a plusieurs formations là-dessus pour aider les gens, justement, sur la confiance sociale. Puis de ça, bien, ça a parti que mon background, moi, j'ai commencé à étudier la croissance personnelle à l'âge de 16 ans. Okay. Ça fait plus de 10 ans là, que je suis dans cet univers-là. Puis j'ai regardé à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Tout ce qui était... Oui, parce que c'est gros, là, l'univers de la croissance personnelle. Puis... à la base, je me suis intéressé parce que je manquais de confiance en moi. Donc, ça a parti de là, ça a parti d'un problème. Et puis aujourd'hui, ben, c'est merveilleux parce que du fait que j'avais un problème, puis c'est pour ça que je me suis intéressé. Aujourd'hui, je peux aider des milliers de personnes avec ça. C'est cool ça, puis j'aime ça. J'aime le lien dans lequel on est en train de s'en aller parce que la semaine dernière, on a eu justement un coach en séduction, David Paré, puis il y a eu vraiment une discussion par rapport à la confiance, mais ça n'a pas été vraiment sur ça. Puis maintenant, on amène quelqu'un qui va nous parler plus de confiance. Fait qu'on est quand même en train de faire des liens avec plusieurs facettes de la vie sociale d'une personne. Où est-ce que je trouve qu'à force d'emmener des personnes comme vous, on va pouvoir vraiment... On va avoir le programme. Le programme Yellow Seat, là, où est-ce que... Écoute tous ces épisodes-là, puis tu vas avoir vraiment... Tu vas être une personne qui va pouvoir attaquer le monde autant professionnel, personnel. Puis, ce que je trouve intéressant, ce que tu viens de dire, dans le fond, la confiance, parce que je suis en train de voir vraiment toutes les étapes. Là, je vois David Paré qui nous parlait de séduction. Puis la séduction, c'est où est-ce que tu es déjà rendu face à face avec personne. Puis toi, on dirait que, comment je viens d'entendre ton introduction, c'est que avant que tu sortes de la maison, tu te regardes dans le miroir, qui tu vois devant toi et cette personne que tu vois, est-ce qu'elle est prête à affronter qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'est à peu près ça, vraiment la confiance en soi que tu fais mention. Bien, ça dépend, c'est dans plusieurs volets. On part tous à des endroits différents. Naturellement, il y a des gens qui ont plus confiance en eux que d'autres. Il y a la vie qui vient nous frapper, où moi, on a plein de clients qui ont 40, 50, 60 ans. C'est comme, hey, moi, là, dans ma vingtaine, dans ma trentaine, j'avais hyper confiance en moi, puis dû à mon divorce ou à cause de ma faillite ou un événement qui est arrivé dans ma vie, on dirait que là, j'ai perdu confiance en moi. Puis, j'ai pas d'outils, j'ai pas de stratégie, j'ai rien pour m'aider là-dedans. Montre-moi comment on fait pour être confiant. C'est flou, là. Ouais, c'est pas tangible, il n'y a rien de concret là-dedans. Il y a vraiment plusieurs stratégies à savoir pour réussir à on n'est pas confiant tous les jours, là. C'est pas vrai que je me lève chaque matin et je suis comme, ah, moi, je suis confiant. Là. J'ai écouté les conseils de un puis les conseils de l'autre, puis ça fait en sorte que moi, à chaque jour, je me sens là, on the top. Là. À chaque jour, je peux aller attaquer le monde. Non, il y a des journées où, pour des raisons inexplicables, on se sent moins bien. Et si on n'a pas de stratégie par rapport à la confiance, c'est un peu comme au Québec, si l'hiver fait froid. Mais si à chaque fois qu'il fait froid, tu n'as pas de manteau, tu n'as pas de bottes, tu sors dehors, tu as bien beau te dire comme non, je suis prêt à affronter le froid, mais tu n'as pas de stratégie pour te réchauffer. Tu vas geler dehors. Là. C'est un peu la même chose avec la confiance. Si tu n'as pas de stratégie par rapport à la confiance,
C'est pas juste un état d'être, là. C'est pas juste un état d'âme, là, de « Ah, ben, je me sens confiant ». C'est flou, là. Donc, ça prend vraiment, vraiment, vraiment des stratégies pour mieux se sentir. Puis c'est pour ça que les gens viennent en formation. Puis j'ai réalisé quelque chose, je fais un autre lien. Il y a eu, admettons même sur le dernier invité, puis toi, quelque chose que je viens de remarquer, un élément déclencheur où est-ce que vous êtes poussé à se tourner vers vraiment, OK, qu'est-ce que je peux faire pour, admettons, développer cet instinct-là. Puis une fois que je le développe, hey, je pourrais peut-être l'éduquer à d'autres personnes. Fait que, allons à la base. Y a-t-il eu un événement où est-ce que, plus jeune, où est-ce que tu te sentais, où est-ce que tu n'avais pas de confiance, tu l'as dit, tu n'avais pas de confiance dans une période. C'est quoi cet événement-là qui t'a poussé à aller vers la croissance personnelle? Peut-être les personnes pourront faire des liens. Je suis sûr que je pourrais faire peut-être un lien avec moi. En fait, pourquoi j'étais vers là, c'était par pur hasard. Moi, j'avais pour aucune raison. Tu sais, j'ai eu des bons parents, j'ai une bonne éducation, mais j'étais pas bon à l'école. Puis ça brisait ma confiance. J'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports, j'étais pas bon avec les filles. Tu sais, j'étais bon dans à peu près rien. Là, tu sais, je me trouvais bon dans rien. Et j'avais écouté un documentaire sur les gens riches et célèbres à la télévision. Puis j'avais fait, hey, c'est cette vie-là, moi, que je veux. Puis évidemment, c'est très, très imagé. Là, tu sais, je voyais les célébrités sur des bateaux, puis tout ça. Puis là, je me disais, hey, pourquoi eux, ils vivent ça, puis moi, c'est clairement pas ça que je vis en ce moment, ou dans mon environnement présentement, c'est pas ça que je vois qui est possible. Donc, je dis, je vais aller sur YouTube, Google, puis je vais aller voir, tu sais, comme comment être riche, ou comment devenir millionnaire, ou comment avoir plus confiance en moi. Puis je faisais juste comme googler un paquet d'affaires, puis j'ai commencé à tomber sur des gens, sur des conférenciers, sur des coachs qui enseignaient certaines théories. Puis là, c'est là que j'ai vraiment essayé à vraiment comme creuser là-dedans, puis aller voir plus loin, puis à investir, à m'acheter des formations, à faire un paquet de choses pour développer ça. Puis j'ai vraiment commencé à triper sur cet univers-là. Puis après plusieurs, puis comme au fur et à mesure que j'apprenais plusieurs concepts sur la croissance personnelle, je me disais, peut-être qu'un jour, je pourrais, moi, l'enseigner. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire ça. Mais je voyais ça comme si c'était vraiment loin, là. Puis tout le long de ma vie, jusqu'à présent, là, tous mes travails m'amenaient à devoir me pousser. Tu sais, comme à 20 ans, je suis devenu directeur des ventes dans un concessionnaire. J'ai fait ça jeune. Fait que j'avais pas le choix de développer du leadership. Ouais. Souvent, les entreprises, ils vont mettre quelqu'un en poste de leadership parce que la personne est juste bonne dans le contexte de son travail. Ça veut pas dire que la personne est bonne à leader du monde. Fait que moi, on m'a mis là à 20 ans. À 20 ans, tu n'es pas prêt à leader une équipe, là. Très peu. Il y a beaucoup de gens qui vont se planter, puis puis je dis 20 ans, ça peut être à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Là. On n'est pas, tout le monde est un leader. Faut que tu l'apprennes. Là. Donc, OK, je vais étudier le leadership. J'avais comme pas le choix. Fait qu'à chaque fois que la vie me mettait dans une situation où j'étais un peu inconfortable, je vais devoir l'apprendre. Tu sais, quand j'ai commencé à me faire demander en interview. T'es pas habitué là, de te faire interviewer, il y a des caméras, la lumière, t'es là, tu sais, comme dans un environnement que t'es pas habitué, on n'est pas dans un salon en train de jaser, prendre une bière. Mais OK, comment les gens qui se font interviewer agissent? Fait que je suis passionné de vraiment aller apprendre plus loin pour me sentir pas toujours confortable, mais me sentir bien dans des situations différentes. Donc, c'est tout simplement moi je pourrais dire une passion de vouloir apprendre. Puis ça t'amène à voir dans quoi tu es bon, dans qu'est-ce que tu aimes. Puis clairement que mon niveau de la confiance et de la communication, c'était quelque chose que je développais puis que j'aimais. Et là, dans mes travails, peu importe ce que je faisais, que c'était mes petites entreprises ou mon travail dans le domaine de la vente, bien, je l'enseignais ça. Fait que les gens autour de moi, je leur en parlais, puis je leur donnais des trucs, puis les gens venaient me voir pour me dire « Hey, mais pourrais-tu m'aider pour ça, puis pour ça? » Puis de fil en aiguille, ben là, j'avais du monde qui me demandait en coaching. Je dis « Non, je suis pas coach, moi, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai rien fait, j'ai pas le goût de m'inventer wannabe coach. » Aujourd'hui, il y a plus de coachs que d'étudiants. Oui, non, exactement, tout le monde est un coach. À un moment donné, il va y avoir un point de bascule, il va y avoir plus de coachs que d'étudiants, un peu comme il y a plus de courtiers immobiliers que maisons à vendre. Oui, ça là aussi, c'est un gros phénomène. Non, mais c'est pas pour narguer personne, c'est juste que je voulais pas m'inventer, puis j'avais la demande. Et par des gens autour de moi que je croisais juste parce qu'on avait une conversation, puis ils faisaient « Hey, Krim, tu pourrais-tu m'aider là-dedans? » Puis avec le temps, ben, je me suis vraiment laissé le temps de me former et de devenir bon. Et non juste me servir de ce que les gens disent, du genre « Ah, mais t'es bon, aide-moi. » Puis le faire « Ah, ben, je vais faire une business alentour de ça. » Donc, j'ai vraiment pris le temps de m'assurer que j'allais enseigner les bonnes choses parce que la croissance personnelle, c'est tellement large. Puis je voulais pas être un coach de vie qui coach sur tout. Je peux pas coacher sur tout.
Ouais, ça, c'est sûr. Pas coacher sur tout. Donc, je me suis vraiment spécialisé au niveau de la confiance et de la communication. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Comme tu dis, tu peux pas être un coach de tout, c'est impossible, premièrement. Mais je trouve que vraiment, quand on parle de confiance en soi, je le vois de cette façon-là. Avant que tu sortes de la maison, tu te regardes dans le miroir. Est-ce que tu es une personne qui est satisfaite, qui est à l'aise, qui adore voir qu'est-ce que tu vois devant le miroir? Question, c'est quoi ta plus grosse adversité que tu as eue dans ta vie? Que j'ai dans ma vie ou présentement? Ouais. Ben, on pourrait voir dans ta vie, parce que je trouve que l'adversité va avec la confiance. Tout à fait. Tu la développes dans l'adversité. En fait ce que j'ai remarqué, puis je pourrais te répondre à ta question tout de suite après, mais ce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens, c'est là qu'ils vont développer leur confiance ou qu'elle va être complètement ébranlée. Il y a des gens qui vont dire « grâce à mon divorce, j'ai réussi à faire ça, j'ai changé de carrière, puis là, j'ai rencontré l'amour 5 ans plus tard, puis c'est comme rendu... ma vie a complètement changé grâce à mon divorce. Grâce. » D'autres gens qui vont dire hey, « depuis que je me suis divorcé, mon ex fait ci, fait ça, puis là, je me sens comme ça, puis là, on dirait que la confiance, elle a diminué. » Il y a quelque chose de curieux là-dedans, que je me suis penché sur la question de pourquoi il y a des gens qui, certaines situations, on dirait que ça se revire à leur avantage, puis il y a d'autres personnes qui en souffrent. Puis c'est la même situation, là. Il y a deux frères qui ont grandi avec le même père toute leur vie, puis le père, par exemple, est alcoolique. Bien, il y en a un des deux frères qui va dire hey, « moi, mon père est alcoolique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis alcoolique, puis ça va pas bien. » Puis il y a un des deux frères qui a réussi à avoir une vie extraordinaire, puis il va dire hey, « moi, grâce au fait que mon père est alcoolique, j'ai tout fait pour devenir le contraire. » S'il y a vraiment une question de perception de comment on voit les choses, moi, j'ai une phrase que j'adore dire qui est « ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. » Chaque fois que je vis quelque chose de négatif, chaque fois, des fois, on a le droit d'être fâché, on a le droit d'être piss-off, puis de faire « ah, si, m'est arrivé telle affaire. » Mais j'adore me dire « ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. » Parce que c'est pas vrai que la situation que j'ai présentement, je vais juste laisser ça me faire souffrir. C'est pas vrai que la pandémie va juste me faire souffrir. Je vais trouver quelque chose là-dedans qui va servir à mon avantage. Présentement, une adversité que je vis, pour répondre à la question, une grosse adversité, j'ai un problème à la gorge. Okay? Toi, j'ai quelqu'un qui a besoin de sa voix. C'est ça ma vie, parler. Donc, à parler. pour juste que les gens comprennent, c'est pas une infection, j'ai fait un bleu aux cordes vocales. Okay? Fait que c'est soit si tu cries trop fort, tu râles trop fort ou tu parles trop fort. Il y a très peu de gens, je pense qu'il y a juste comme Céline Dion que je connais qui a déjà fait ça. C'était pas la chose que j'avais le goût d'avoir en commun avec elle. Ouais. J'aurais préféré avoir la piscine dans le cours. Le compte de banque. Mais bref, hey, c'est une adversité, ça là. Mais c'est pas vrai que ça va juste être quelque chose de négatif dans ma vie. C'est pas vrai que c'est juste, hey Charles, pendant des mois, tu vas avoir la difficulté à parler. T'sais, comme là, je le sens. Là. Comme c'est pas facile comme avant. Là. Fait que c'est un enjeu. Là. Mais j'ai pas choqué le podcast. J'ai pas fait je viendrai pas parce que j'ai mal à. Tu comprends? Mais ça me fait mal pour de vrai. Fait que c'est une adversité. Puis je vais te dire à l'échelle à quel point c'est fatigant comme problème. Je préférais en ce moment avoir une jambe pétée que d'avoir ça. C'est fou que tu dis ça, parce que j'ai déjà pensé à des choses comme ça, où est-ce que, même moi, tu sais, regarde, moi, je travaille sur un ordi, j'ai besoin de mes mains. Je me dis, si, admettons, genre, à un moment donné, je perds mes jambes, ben, au moins, je pense que je vais devenir encore meilleur sur le web de qu'est-ce que je suis maintenant, juste parce que tu es comme confiné à juste faire ça. Malheureusement, tu sais, je veux pas que ça arrive, mais, admettons, c'est le genre d'adversité qui te permet, tu sais, vraiment d'aller une étape plus loin. Puis je me demande, tu sais, vraiment, vu d'avoir eu ça à ta gorge, t'as-tu comme pris une pause? Ben, t'as pris une pause? J'ai été obligé. J'ai en fait mon médecin qui regarde ça, son médecin spécialiste pour la gorge, m'avait dit si tu veux guérir plus vite, fais 2 semaines sans parler, sans dire un mot. Oh! Dans le temps des fêtes. Oh! Très bien, ça. Merci. Merci. 2 semaines dans le temps des fêtes sans dire un mot. Puis automatiquement, quand le médecin m'a dit ça, j'ai fait OK, je vais le faire. Sans me dire comme de quoi mais ça va. C'est bon, c'est positif, ça. Ouais. OK. Je vais le faire. T'es spécialiste pour ça. Tu me dis que ça va aider. Ben OK, je vais le faire. Et parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas... il y a rien. C'est comme un bleu. Si tu mets un bleu sur le bras, c'est comme... T'attends, tu mets de la glace, puis... Tu peux mettre de la glace comme ça. Tu peux pas te taper dessus pour qu'il guérisse. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, à chaque fois que je parle, je tape dessus les cordes vocales. Fait que j'ai arrêté de parler pendant 2 semaines, puis vraiment, je l'ai fait. Puis j'aurais pu facilement faire comme d'un souper de famille à Noël, dire « Ah, passe-moi le beurre, s'il te plaît. » Non, je prenais mon téléphone, j'écrivais « Passe-moi le beurre. » Là, je montrais ça. Ouais, puis là, j'ai pas dit
un mot pendant 2 semaines. La seule chose que j'ai dit, ça c'est le moment cute, là, c'est à chaque soir quand je couchais mon gars, je lui disais vraiment pas fort « je t'aime ». C'était la seule affaire que je disais, juste pour garder une connexion avec mon gars, pour pas qu'il trouve, tu sais, un an et demi, là, pour qu'il trouve ça weird, genre du jour au lendemain, mon père parle plus. Qu'il soit traumatisé à vie de ça. Donc, mais c'est une adversité, tu comprends? Mais je sais pas encore quoi, mais je te dis, là, puis je le cale là, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, tu vas m'écouter à quelque part, tu vas voir quelque chose de moi, ça va être grâce à ce que je vis là en ce moment. On ne sait pas encore c'est quoi en ce moment. Là. On n'a aucune idée c'est quoi que je vais créer avec ça. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un problème de gorge? Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose de bien en arrière de ça. Puis j'accepte pas, plus loin, je te pousse ça d'une coche plus loin, là, je n'accepte pas que ça soit juste un problème dans ma vie. J'accepte pas ça. C'est pas vrai qu'il m'arrive quelque chose puis que c'est juste pour être négatif. J'aime cette attitude-là, puis je trouve que si tout le monde, si la planète, si tout le monde, la population aurait cette attitude-là à voir les problématiques, tu sais, vraiment un beau quote que j'aime ça utiliser, le problème n'est pas le problème c'est quand ton attitude face au problème. Ouais. Puis ça, c'est exactement, tu as un problème, puis ça t'a pas plus affecté, tu sais, pareillement. Mais ça m'affecte, mais la façon de... Parce que pas ton attitude. Oui, mais je me lève le matin puis j'ai mal, là. C'est sûr que ça m'affecte. Là. Je me dis pas non, je suis plus fort que ça. Non, ça m'affecte. Mais l'attitude est OK, c'est pas parce que ça me fait chier puis ça m'affecte que je vais pas trouver une façon de retourner ça à mon avantage. Il y a quelque chose que je vais trouver, il y a quelque chose que je vais faire. Fait que, toute la journée, je cherche cette chose-là qui va pouvoir servir à mon avantage. Tu comprends? Tu sais, la fameuse. Ça vient pas de moi, là, ça vient de Tony Robbins, là, le fameux cherche du bleu. As-tu déjà entendu ça? Ce truc-là, cherche du bleu. Cherche du bleu dans la pièce. Okay? Qu'est-ce qui pourrait être bleu ici? Là? OK, ben là, tu trouves quelque chose de bleu. Là. OK, ferme tes yeux. Maintenant, dis-moi le nombre de choses que tu as trouvées qui étaient jaunes. Même si ça s'appelle Yellow Seed Podcast, si vraiment tu t'es concentré à trouver le plus de bleu possible dans la pièce, c'est sûr que tu as trouvé plus de bleu que tu as trouvé de jaune. Pourquoi? Parce que tu cherchais du bleu. C'est simple. Là. Ouais, tu t'es conditionné. Là. Ben, tu cherchais ça. Fait que, si je te dis, OK, aujourd'hui, trouve le plus de choses négatives possibles dans le monde, tu vas en trouver. Mais si je te dis, trouve le plus de choses positives dans le monde, ça ne l'a pas enlevé le négatif. Ça ne l'a pas éliminé. Mais toi, tu as vu plus de choses positives dans ta journée. Donc là, le but, c'est pas d'avoir la tête dans le cul puis juste se dire « Ah non, tout va bien, ça va bien aller, ça va bien aller. » Non, c'est de se dire « OK, consciemment, aujourd'hui, j'ai pas envie de passer une journée de marde, donc je vais me concentrer sur quoi aujourd'hui? Sur quoi je me concentre? » C'est juste très concret et simple. Donc moi, si je me concentre sur à quel point j'ai mal, à quel point ça me fait chier, à quel point pourquoi je mérite pas ça, qu'est-ce que j'ai fait au monde pour avoir ça, je me concentre juste là-dessus. Ouais, c'est sûr que la vie est malheureuse après ça. Là. Man, c'est lourd. Là, à chaque jour, je vais essayer de trouver une façon que ça va servir à mon avantage. Puis ça fait, là, en ce moment, là, ça va faire 3 mois. Là. J'ai rien trouvé encore. Regarde, j'ai une piste pour toi. Vu que tu dis que c'est... il n'y a rien pour guérir. Peut-être que tu pourras trouver la façon de guérir ça, puis il va y avoir 1 million de personnes planétairement qui ont besoin de cette façon de guérir-là. I don't know. On sait pas. Mais je te dis une affaire, puis je termine là-dessus. C'est sûr qu'on va trouver quelque chose, puis tu vas faire « Asti, me l'avait dit ». On va pouvoir reprendre, là. On va faire un montage avec la partie ici. C'est bon, là, ça, on va le noter. On va voir les sièges jaunes, là, puis on va savoir « Hey, il avait dit ça, là, 5 ans, que ça allait servir à son avantage, puis regarde qu'est-ce qu'il a fait grâce à ça aujourd'hui. » Fait que quand tu es dans ce mode de pensée-là, tu n'es pas dans la pensée magique de « Oui, c'est positif. » Non, en ce moment, c'est pas positif. Mais ça va le devenir. Puis je me concentre sur le fait que ça va le devenir. Bien justement, on dirait juste le focus, le mindset que tu te donnes, qu'il y a quelque chose qui va sortir de là, qui va être positif à mon avantage. Admettons, ça permet juste de être plus, s'en aller plus positivement. Puis tu sais, un grand exemple, que une bonne fierté que j'ai eue, tu sais, quand on a emménagé ici, mais tu sais, que je disais aux gars, c'est que le podcast a commencé dans mon sous-sol. Regarde où est-ce qu'on est maintenant. Ah ouais, très cool. Ça a commencé vraiment au début de la pandémie. J'avais perdu des clients. Je perdais des revenus. Puis, je me suis retourné où est-ce que, OK, ben j'ai du temps libre. Qu'est-ce que je peux faire avec ce temps libre-là? Puis, j'ai toujours voulu faire un podcast. Ça fait des années que je vais en faire un. Puis, le plus gros mensonge qu'on va souvent se donner, c'est qu'on n'a pas le temps. Ça, c'est tellement faux. Ça, je l'ai appris par moi-même là, quand j'ai commencé à faire un podcast. Ah ouais, j'ai du temps finalement. Ben oui, je suis capable de gérer les choses.
Puis, tu sais, OK, là, j'ai approché un bon ami à moi parce qu'on avait beaucoup de discussions. Il a embarqué sans hésiter. Il me dit, OK, cool, par quoi? Où on commence? OK, ben on a eu un meeting sur un souper, on commence à parler de ça, puis on a lancé épisode numéro 1 de qu'est-ce qu'on faisait ici. C'était dégueulasse, c'était ridicule, là. Mais, tu sais, mais tu as trouvé le temps, exactement. tu as réussi à le modeler. Le meilleur exemple, moi, que j'ai vécu hier, les gyms ont réouvert hier, ici au Québec. Cool. Et dans mon agenda, je regarde ma journée puis je fais « Hey, j'ai pas le temps d'aller au gym, mais vraiment, je n'ai pas le temps. » Pourquoi avant, je réussissais à m'entraîner 5 jours par semaine? Parce que je le mettais dans mon horaire. Ça faisait partie de l'agenda. C'était quelque chose qui était important pour moi. Là, ça va le redevenir. Mais là, je regardais mon horaire hier. Même aujourd'hui, c'est comme hey, j'ai pas le temps. Mais si je reste dans l'excuse de j'ai pas le temps, j'irai jamais. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est sûr, je vais structurer mon agenda. Je vais structurer mes affaires pour que ça puisse fonctionner. Ouais. À condition que ce soit important pour toi. On n'aura jamais le temps pour des choses qui ne nous tentent pas. Là. Ben, c'est clair. Plus on vieillit, si vraiment c'est important pour toi d'avoir le podcast, c'est important de t'entraîner, c'est important pour toi de manger santé, c'est important pour toi, whatever it is, mais tu vas trouver le temps, c'est sûr. Le temps, il est disponible. Là. Il est là. Tu fais autre chose dans ta journée parce que si moi, je te suis, là, puis je deviens un pain in the ass pour toi là, dans ta journée, là, puis je fais comme, OK, je vais te suivre toute la journée, on va regarder tout ce que tu fais pour optimiser ton temps, c'est sûr qu'on trouve quelque chose. Hein. C'est sûr qu'à un moment donné, je fais comme, ce que tu fais là? Tu regardes les stories Instagram. C'est pour ton objectif, ça, j'imagine, les stories Instagram? Non, mais c'est parce que les gens... C'est correct de regarder les stories Instagram, mais viens pas me dire que tu n'as pas le temps, de faire ce qui est important pour toi, important pour ta famille, important pour ta santé, important pour la société. Puis tu es là, t'es peu, mon ami a posté, on s'en calisse de qu'est-ce qu'il a posté, tu comprends? Il te le dira d'un souper, là. Non, mais celle-là aussi, celle-là est bizarre comme comportement parce qu'indirectement, je ciblais personne, mais tu poses une question à quelqu'un, tu n'as pas de réponse, mais hey, je viens de te voir, tu as vu mes stories, tu es accessible, là, puis je suis sûr que tu faisais rien de pertinent quand tu as vu mon story. Le story que je viens de mettre, il n'était pas pertinent, mais tu l'as vu. Mais je t'ai posé une question, genre, voilà, quelques minutes ou whatever, tu sais, fait c'est sûr que on peut être facilement distrait avec tout ce qui se passe. Mais le temps, une fois que tu apprends à le gérer, puis je pense qu'il y a un côté mature à ça, là, vraiment, à gérer le temps. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais encore une fois, c'est comme on parle au début, la confiance en soi, la communication. Il y a des concepts, il y a une structure, il y a des stratégies par rapport à la gestion de temps. C'est un univers. C'est pas genre... Faut pas s'inventer comme on est assis ici, puis là, vu que les caméras sont sur nous, on se dit « nous, la gestion de temps, on est bon là-dedans. » OK, on va juste dire qu'on est pourris, tous les deux, dans la gestion de temps. OK? Nul. On part de là, on n'est pas bon dans la gestion de temps. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Apprendre. C'est pas de dire comme « mais je suis pas bon, puis ça s'arrête là. » C'est non. On n'est pas expert par rapport à la gestion de temps. Allons apprendre autre chose. Au lieu de s'inventer que les autres sont pas bons pour gérer le temps, puis moi, si je suis maître Jedi dans le time management. C'est pas vrai, là. T'es pas le meilleur là-dedans, mais au moins, tu trouves une façon de pouvoir aller apprendre à mieux l'optimiser, puis il existe un paquet de stratégies. Mais c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est... Quand on est curieux, quand on veut apprendre, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu sais pas, puis qu'au final, pourraient t'aider. Donc, il y a le gros bon sens de l'excuse de « mais j'ai pas le temps », puis tu as juste besoin de le trouver. Mais quand vraiment tu es coincé, là, c'est comme quelque chose là, qui bloque, là. Il y a quelqu'un sur la planète qui a une solution pour toi. Là. À quelque part, il y a quelque chose qui peut t'aider. Là. C'est pas vrai que « ben oui, même parce que tu as 3 enfants, tu es séparé, tu as un travail, ben le temps, c'est plus quelque chose que tu maîtrises. » Non. C'est vrai que ta condition est difficile, mais c'est sûr qu'il existe quelque chose pour t'aider. Je prends de dire que du jour au lendemain, tu vas trouver 20 heures dans ta semaine. Là. T'as un peu trouvé ça dans ma poche. 20 heures dans ma semaine sortie de nulle part. C'est pas vrai que tu vas trouver ça, mais il y a peut-être quelque chose que tu vas faire, que tu vas optimiser ton temps, puis ça va être bon. Mais il faut t'aller le chercher. Si tu fais juste dire « il n'y en a pas, puis c'est dur pour moi rien qui se passe. Puis, selon toi, admettons, ça serait quoi, si on va écarter les médias sociaux, c'est quoi la plus grosse perte de temps quotidiennement pour une personne que tu peux analyser? Ça serait hyper hautain de répondre parce que je suis qui pour dire que quelque chose est une perte de temps. Si pour toi, c'est important de regarder ce qui se passe sur les médias sociaux, good for you. Par contre, viens pas me dire quelque chose qui ne te plaît pas de ta vie puis que tu fais rien pour le changer. Fait que si, mettons, quelqu'un, il dit « moi, c'est important, Charles, je regarde ce qui se passe dans les médias, sur les médias sociaux. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est mon moment de ma journée. C'est mon me-time à moi. »
puis ça me rend vraiment heureux, cool. Moi, je n'achèterais pas ton style de vie. Okay? Je ne voudrais pas, moi, être cette personne-là qui est tout le temps en train de regarder ce qui se passe dans l'univers complet. Ou les nouvelles, ça, je ne serais pas cette personne-là. Mais mettons qu'il y a quelqu'un qui sait ça que la personne aime. La personne ne se plaint pas au quotidien de son quotidien, tu comprends? Ben, je suis qui, moi, pour dire que c'est pas correct? Donc, c'est correct que la personne regarde tout ce qui se passe sur la Terre. Mais si, mettons, tu es constamment comme ça, là, à regarder ce qui se passe, tu te plains que là, tu n'as pas le temps pour ci, puis tu te plains que tu aimerais ça perdre du poids, puis tu te plains que tu aimerais ça avoir plus confiance en toi, puis tu te plains que tu n'as pas la job que tu aimes, puis tu es dans une relation toxique, puis que tu peux pas te plaindre si, justement, tu fais des choses qui sont inutiles. Et inutile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne t'amène pas nécessairement plus loin. Ça ne t'amène pas nécessairement plus loin de regarder ce qui se passe dans le monde. Ça t'apprend à peut-être avoir des connaissances générales, à apprendre tout ce qui se passe dans la société, mais c'est plains-toi pas. Fait que je peux pas te dire comme hey, ça, c'est une perte de temps. La perte de temps, c'est quelque chose qui ne te fait pas avancer vers ton objectif. Parce que on va tous finir par crever. Ça, c'est le moment plate. On va tous finir par crever. Là. Moment réalistique. On va tous finir par crever. Puis moi, je pense, ça, c'est une croyance. C'est pas comme c'est la vérité, puis voici ma dictature. Là. On va tous finir par crever. Puis moi, je souhaite réaliser le plus de rêves possible pendant que je suis sur Terre. C'est juste ça mon but, là, de réaliser le plus de rêves et d'objectifs possibles. Pendant que je regarde mon téléphone, les autres réaliser leur objectif, puis leur rêve, vivre leur best life, même si des fois c'est un peu filtré. Ils ont mis un filtre dessus. Bref, je réalise pas le mien. Je préfère passer plus de temps sur moi, qu'est-ce qui va me rendre vraiment heureux, que de regarder les autres. Par contre, je comprends qu'on est très attiré vers la facilité, puis c'est plus facile de regarder les autres que de nous faire quelque chose. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat, où est-ce que, tu sais, vraiment surtout maintenant avec la tendance entrepreneuriale que, mettons, depuis les 10-15 dernières années, tout le monde se lance, mais à plusieurs reprises, j'ai vu le quote qui dit, tu sais, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est dans le fond, c'est toi qui travailles pour tes rêves, sinon tu vas travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre quand tu es un employé. Ça dépend. Si tu aimes ta job ou tu l'aimes pas. Tu sais. Mais ça aussi, ça c'est l'affaire, c'est comme comment tu vois la chose. Parce que oui, tu sais, c'est. Moi, j'ai vu du monde qui ont des jobs de marde, mais OK. C'est ça qui te fait vivre. T'appelles ça une job de marde parce que ta perception, c'est hey, moi, je ferais jamais ça. Mais si la personne aime ça, comme on est qui pour dire que c'est une job de marde? Moi, je voudrais jamais avoir de patron, là, tu comprends? Puis jamais je voudrais avoir de boss. Mais je peux pas juste dire que d'avoir un job, c'est de la merde. Comme, qu'est-ce que mes employés vont faire? Moi, je veux qu'ils continuent à être contents d'être employés. Tu comprends? Moi, je les aime. Ils sont heureux. Ils ont un bel environnement de travail. Puis je veux tout faire pour qu'ils se sentent bien. Fait que je veux pas que tout le monde se lance en business. Mais l'idée là-dedans, c'est que si quelqu'un a l'ambition de dire hey, moi, je vais me lancer en affaires, puis tu le fais pas parce que tu as peur ou tu as des doutes, tu as des craintes, ben là, il y a un problème. Là, tu dois régler ces doutes, ces peurs, ces craintes-là pour pouvoir le faire. Mais si tu as un travail que tu aimes, ben, tu peux réaliser tous tes rêves en ayant un travail que tu aimes parce que c'est pas vrai que tu es nécessairement plus libre parce que tu es entrepreneur. Là. C'est le contraire. C'est le contraire. Là, tu travailles bien plus, puis tu baisses souvent et malheureusement, on s'achète un job. On se crée des obligations de hey, ben là, je suis obligé de faire ça. Là, ben, toi, tu as un podcast. Ben là, je promets un épisode par semaine ou 2 semaines ou peu importe. Il faut que je le fasse. Là. Puis là, ben moi, mon horaire permet que je ne peux pas venir le soir. Tout enregistre le soir. Là, il faut que tu viennes ici le matin. Tout le monde ici, ça fait chier pour moi à se lever plus tôt, dans le fret l'hiver, au Québec, pour dire ah ben oui. On est là. Mais tu comprends? Fait que c'est pas nécessairement plus. On a une impression d'être plus libre, mais on ne l'est pas nécessairement. Par contre, il y a une flexibilité quand tu es entrepreneur que je trouve vraiment le fun que ben, si tu veux tirer ça plug, tu peux. Là. Donc, tu sais, ben, mettons l'été, là, après-midi, j'ai 2-3 affaires à faire, mais c'est pas tant urgent. Ben, je m'en vais en skidoo. Ou là, je m'en vais en skidoo. Je vais en faire quelque chose qui me plaît, puis ça va pas avoir un gros impact. Ou si ça a un impact, je peux l'assumer. Mais moi, j'ai pas un boss en arrière qui va dire comme « Hey, tu peux pas faire ça ». Fait qu'il y a ce côté-là flexible que j'aime, mais ça dépend de la façon qu'on structure aussi notre entreprise. Il y en a qui vraiment s'emprisonnent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis il y en a d'autres qui vont le structurer d'une façon parce qu'ils vont être un peu plus libres. Puis moi, c'est ce que j'aime de l'entrepreneur web, de ce que je fais qui est pratiquement juste en ligne, c'est que je peux le faire n'importe où dans le monde, sans avoir nécessairement de tu sais, je peux travailler dans l'avion, je peux travailler dans un autre pays, donne-moi un Wi-Fi, puis un téléphone ou un ordi, puis comme je suis correct. Là. Ça, je me dis, comme, qu'est-ce que le monde faisait avant l'Internet? Comme, ouais, c'est sûr, il devait avoir peut-être... Il travaillait fort. Ouais, il travaillait vraiment fort. On est paresseux maintenant, là. Ben, c'est que les choses sont plus
facile, mais ça dépend. On travaille, pas pour dire que je travaillais moins mentalement, mais on travaille très. En tout cas, moi, je considère que je travaille très, très, très mentalement. Puis moi, j'ai grandi sur une ferme. Fait que j'ai vécu les deux côtés. J'ai travaillé à vraiment pelleter de la marde. Là. Il y en a qui disent moi, j'ai pelleté de la marde dans ma vie. C'est une expression québécoise. Moi, j'en ai pelleté pour de vrai. Là. Physique. Là. Je l'ai vécu de travailler des longues heures physiquement et là, des longues heures juste mentalement. Puis honnêtement, je me sens nettement plus brûlé à la fin de ma journée avoir travaillé fort mentalement que physiquement. C'est vrai. Que physiquement, mais dans le tracteur, je débarque, je fais des trucs. Oui, je force, mais je n'ai pas nécessairement pensé à une stratégie ou à qu'est-ce qui va arriver ici ou à planifier. C'est juste, je fais mon travail. C'est dur physiquement. Je me sens quand même mieux à la fin de ma journée que de travailler fort mentalement. Fort mentalement, on dirait que tu te couches, tu n'es pas encore reposé. Tu continues encore à penser. Encore une fois, là, c'est une autre stratégie à aller étudier, de faire OK, comment je fais pour, mettons, me reposer ou décrocher ou peu importe. Donc, Puis là, ça fait combien de temps que tu as lancé ta business? Ça fait, mettons, officiel là, que vraiment là, on roule bien, là, ça fait 3 ans. Ah, c'est bon. 3 ans. Que, mettons, vraiment, ça va bien, puis on a des clients, puis c'est parce que les revenus sont là. J'ai commencé en faisant des vidéos sur Ouais, Internet, mais j'appelle pas ça une business, faire des vidéos sur Internet, là. Mais ça l'a pogné. Ben, tu sais, justement, moi, la première fois, j'ai vu, ça fait des années, tu sais, je voyais comme il est super joyeux à chaque vidéo, là. Hey! Je comme puis, tu sais, à un moment donné, tu vois que ça pogne, là, tu vois cette énergie-là, OK? Tu vas continuer à réécouter, puis je peux voir que vraiment ta croissance, ça vient de cet enthousiasme que tu donnais, mais tout le temps un message positif derrière tes messages. Ouais, puis sarcastique aussi, là. Tu sais, c'est drôlement inspirant, il y a ça aussi, il y a le clin d'œil en arrière de, tu sais, je vais narguer les gens, mais sans trop être insultant directement. Tu sais, j'avais fait une vidéo qui avait pogné, j'étais dans le sud, puis je disais, hey, sont où les gens négatifs là, qui me disaient que j'allais rien faire, j'allais pas réussir? Je dis, sont à quelque part dans le monde, sauf ici, sur le bord de la plage. Je n'ai pas croisé un ici. J'ai une chance que je les ai pas écoutés, je serais peut-être pas ici en ce moment. Fait que, c'était souvent des clins d'œil comme ça. Ou, mettons, ma fameuse citation fais ce que tu sais que tu dois faire. Ben, ça vient d'une vidéo où ce que je disais. Pour réussir dans la vie, c'est simple. Il faut que tu fasses ce que tu sais que tu dois faire. C'est comme tout le monde sait ce qu'ils ont à faire, mais ils le font juste pas. Puis là, je donnais plein d'exemples là-dedans. Ça avait fait des belles vidéos quand même assez virales. C'est là que j'ai commencé à me faire connaître. Mais j'avais pas une entreprise avec une structure à ce moment-là. Puis, est-ce que tu as sauté vraiment sur ta business à temps plein d'un jour au lendemain ou ça a été graduel? Graduel. Ça, c'est toujours le struggle. Comme est-ce que je me lance, je lance ma job et tout ça. Non, moi, quand j'ai perdu mon... Moi, je travaillais comme directeur des ventes dans un concessionnaire. Puis, je m'étais inscrit à des cours de soir à l'École nationale de l'humour parce que je voulais apprendre l'écriture humoristique. Je voulais apprendre une couple de choses au niveau de l'humour. Puis, c'était pas pour devenir humoriste. C'était vraiment pour drôlement inspirant, mais pour mon delivery. Tu le voyais déjà, là. Exact, être meilleur là-dedans. Puis, je commençais à dater ma blonde. Je venais d'acheter ma première maison. Je n'avais même pas encore aménagé. J'avais comme plein de projets drôlement inspirants. Le projet avec ma blonde que je fréquentais. Projet immobilier. Puis, du jour au lendemain, paf, j'ai perdu mon emploi. Donc, j'aurais pu faire OK, je me lance à temps plein drôlement inspirant. Oui, mais quoi? C'est comme, c'était trop encore flou à ce moment-là. Puis clairement qu'il n'y avait pas une façon que vraiment j'allais pouvoir gagner de l'argent avec ça. Mais je me suis vraiment mis dans un mode survie de j'ai pas le choix de réussir. Fait que j'ai trouvé un travail comme consultant. Fait que je faisais de la consultation en entreprise. Puis à temps partiel là-dedans, je travaillais sur ma business drôlement inspirant. Fait que je faisais des journées là, hallucinante où je travaillais tout le temps, mais c'était toujours dans l'objectif. Puis j'étais heureux même à travailler beaucoup, puis à faire même un travail que je n'aimais pas tant que ça. J'étais quand même heureux parce que je savais que je me rapprochais de l'objectif. Je me rapprochais de quelque chose qui allait vraiment, vraiment, vraiment être nice. Puis tu sais, à chaque jour, j'ai de la gratitude. Là, juste 7-8 ans, je venais ici à Montréal avec un camion de livraison pour venir livrer du stock de la ferme où je travaillais. La vie peut se revirer vite. Là, aujourd'hui, je viens ici pour une entrevue, puis tantôt, j'ai un autre meeting, puis là, je viens en ville pour quelque chose de complètement différent que c'était auparavant. Puis c'est comme, wow, c'est cool. Mais ce qui est le fun, c'est quand tu refais tout le... Tu vois le parcours là, de exact. progression.
Exact. Mais tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est comme moi aussi, moi, ça a fait 6 ans que là, j'étais indépendant. Puis, ça a exactement 6 ans. On m'a mis dehors. Puis, du jour au lendemain, tu comme. Les entrepreneurs, on est des mauvais employés. Hein? Ah, On est c'est des les pires. mauvais employés. On est les pires. On est les pires employés. Mais vois-tu, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui vont se lancer dans le vide, ça va fonctionner. Moi, je l'ai essayé, ça, hein, de me lancer dans le vide, de lâcher ma job, puis de juste entrepreneur, puis ça n'a pas fonctionné. Il faut que je retourne à ma job. Comme... Moi aussi, ben, c'est arrivé. Moi, c'est comme. J'ai perdu, regarde, si on remonte à une dizaine d'années, j'ai perdu une job. Là, la compagnie, elle n'allait pas bien. Là. J'ai perdu ma job. Là, je cherche, je pense que j'avais postulé genre 30 CV. J'ai fait tellement d'entrevues. Puis, tu sais, j'avais 24 ans. Puis là, on m'a proposé, tu sais, peut-être devenir partenaire des entreprises. Fait que, je suis comme, OK, j'ai des économies. Fait que je vis sur mes économies. Puis, je savais que je voulais le faire, mais je savais pas comment faire. OK, je suis allé. Ça n'a pas marché. Fait que ça fallait que je trouve une job après ça. Ouais, exact. Puis c'est là encore, cette job-là, c'est là que je me suis réalisé comme, non, c'est pas ça ma vie. Je peux pas être vraiment sur cette emprise-là. Puis je pense que c'est pas que je veux pas être un employé. Je pense que c'était juste dans la période où est-ce que j'étais, c'est les jobs que je veux pas faire. Ouais, c'est ça. Il y a des travails aussi qu'on n'aime pas faire. Mais vois-tu, cool, il y a quelque chose d'intéressant que dans ce que tu dis, qui est le mouvement. Ou ce que je remarque, que ce soit entrepreneur ou pas, les gens qui, généralement, okay, puis vraiment, on généralise, là, mais qui sont heureux dans un cadre professionnel, il y a eu du mouvement. C'est très rare d'entendre quelqu'un dire hey, « moi, ça fait 30 ans que je suis à la même job et j'adore ça. » Souvent, les gens qui disent « ça fait 30 ans que je suis à la même job », le discours, c'est « j'arrive à la pension », comme « ça l'achève ». Ou c'est sécuritaire. Mais c'est jamais de l'épanouissement personnel. C'est jamais, ça fait 30 ans que je fais la même affaire, puis oh que je suis heureux. On remarque ça aussi dans les mariages. Ah ouais. Je finis le marathon. C'est ça, je finis le marathon. Mais tu sais, je fais une blague avec ça, mais ça reste qu'il y a un mouvement. On a essayé plusieurs choses, puis ça va de soi, c'est rare que tu tombes pile sur la bonne affaire. Parce que le système, mettons, si on revient dans le système, quand tu es à l'école, ben à secondaire 4-5, il faut déjà que tu choisisses dans quoi tu vas t'en aller. Fait que là, c'est quoi les maths que je vais faire pour être bon? Je vais aller au cégep, à l'université. Puis là, c'est comme à fucking 16-17 ans, il faut que tu décides ton plan d'avenir. Allô, l'angoisse. Ouais, c'est vrai, ça. Puis là, il faut que tu choisisses c'est quoi tu vas faire plus tard, qui va faire en sorte que tu vas vraiment être heureux puis bien là-dedans. Mais ça se peut qu'à fucking 28 ans, là, quand tu as tes diplômes, ta job, la maison, les enfants, tu te fasses « Asti, je suis pas heureux. Je suis pas bien là-dedans. Là. » Puis c'est correct de changer. Mais je sais pas pourquoi, non, puis je sais pas d'où c'est que ça vient, je vais le découvrir un moment donné parce que je m'y intéresse, mais on a une espèce de « Ah, si tu bouges trop, c'est instable, puis c'est pas correct, puis c'est immature. » Puis c'est comme, faut que tu cadre-toi dans quelque chose. Là. Non, peut-être que tout... Moi, je dis ça même à mes clients. Peut-être qu'un jour, là, drôlement inspirant, ça n'existera même plus. Je vous dois rien. Je vais avoir rendu mon mandat, là, je vais avoir tout fait ce que j'ai à faire pour mes clients. Puis si à un moment donné, je suis tanné là, de faire des entrevues, des coachings, des ci, des ça. J'ai le goût, moi, de juste vivre de mes investissements en immobilier ou de la bourse ou peu importe, ben ça sera ça. J'ai pas une obligation à faire ça tout le long. Mais dans un emploi, souvent, on se sent comme dans une obligation parce qu'évidemment, vient avec tout dans notre société des bills à payer. Fait qu'il faut payer les factures. Puis là, on reste dans cette boucle-là de « mais là, il faut que je travaille, j'aime pas ça. » Puis non, mais j'ai peur de faire autre chose. Puis là, on continue dans cette boucle-là. Mais on a le droit de changer. Puis vois-tu, ce qui t'a aidé à te rendre où tu es en ce moment, c'est le mouvement. Tu étais en mouvement, tu bougeais, tu faisais des choses, tu essayais. Tu n'étais pas je suis resté à ma même job, puis j'ai jamais trop tenté des choses. Puis un moment donné, tu as eu l'idée d'un podcast, puis là, ben, c'est ça. Non, tu as fait plein d'affaires. Je reprends quelque chose que tu as dit, que tu sais, vraiment, tu essayes quelque chose, ça marche pas, tu recommences quelque chose, puis je trouve justement que ça devrait être comme ça. Tu veux pas, admettons, finir, sortir chez tes parents ou finir l'école, puis trouver, genre, vraiment, admettons, la job parfaite. Ben, parce que, admettons, tu es jeune, là, tu t'as trouvé la job de rêve. Puis je pense souvent à ça, puis ça, c'est les liens que je fais avec l'adversité, c'est que, tu sais, admettons, cette job de rêve-là, là, elle a une fin, puis tu es là depuis 10 ans, puis tous les jours, tu aimes ça, tu es la personne la plus joyeuse au bureau, mais l'entreprise, juste, elle ne marche plus, rendue là, puis 10 ans plus tard, ben, tu n'as jamais connu c'est quoi te faire mettre dehors, tu n'as jamais connu c'est quoi une job plate, tu n'as jamais connu rien de ça. Ouais. Tu as toujours eu, genre, vraiment, tout sur toi, la job de rêve, puis tout, puis maintenant que c'est là que tu retrouves comme, qu'est-ce que je fais?
comment je me redresse. Ben, good for you si ça t'arrive, si vraiment tout Non, va c'est bien. idéal, mais je pense que ça serait, tu sais, vraiment, ce serait un peu toxique, vraiment à long terme. hey, rendu là, c'est parce que cette stratégie-là, là, tu tombes en plein sur la bonne affaire. Tu sais, tu tombes sur la bonne job, sur la bonne personne. Sur tout est facile, c'est comme. Ça, t'as juste pas T'es le d'ambition même. aussi, là. T'es le même, là. Tu rentres dans la vie en étant. J'espère que ça va marcher. Mais je pense pas que c'est comme ça pour la majorité des gens. La vie envoie des défis à tout le monde. OK? Moi, une chose que je dis souvent dans mon podcast ou en formation, peu importe, c'est la vie va envoyer des défis à tout le monde. Il faut. Donc, oui, il faut, mais mettons que la vie envoie des défis vraiment, vraiment, vraiment à tout le monde. Toi, c'est quoi tu peux faire là pour t'aider dans ce que tu sais déjà que tu peux régler? C'est parce qu'on a tous un problème ou quelque chose qui nous retient. Là. Il y en a que ça va être l'anxiété, il y en a que c'est la peur d'échouer, il y en a que c'est la peur du jugement, il y en a que c'est un manque de confiance, il y en a que... On a tous quelque chose qui nous freine dans notre vie, puis la vie va quand même t'envoyer des défis. Fait que, mettons, moi qui ai confiance en moi, la vie va m'en envoyer des défis. L'exemple qu'on donnait avec ma gorge. Il y a quelqu'un qui peut ne pas avoir confiance du tout, avoir peur du jugement, faire de l'anxiété, puis il va avoir un problème à la gorge, il ne pourra pas parler, puis il va faire. Ça va devenir une catastrophe, cette personne-là. Tu comprends? Fait que la vie t'envoie des défis à tout le monde, mais si déjà tu es soit prêt ou tu as l'attitude du ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage, puis tu focuses sur le hey, c'est quoi que je peux faire de bon, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ben, l'histoire va être complètement différente à la fin. Mais la vie envoie des défis à tout le monde anyway. Fait arrange-toi, sois prêt. Essaye pas, fais pas souhaiter là, comme hey, j'espère que ça va m'épargner cette année. J'ai fait un post en début d'année, je pense que c'était comme le 1er janvier, je disais cette année, à tout le monde, je vous souhaite de l'adversité parce que c'est là-dedans qu'on grandit. Puis il y avait du monde content, il y avait du monde qui était pissed off, là. Il y a du monde qui était fâché parce qu'il disait hey, on a déjà eu 2 années de merde, tu peux-tu nous souhaiter? Puis c'est comme si mon souhait allait faire en sorte que ça allait se concrétiser dans le vie. Mais on aimerait ça avoir plus de douceur, puis que ça soit plus tranquille. Puis c'est comme, oui, je te souhaite pas que ça soit juste rough. Par contre, je sais qu'on grandit dans l'adversité. La nature est faite ainsi. Là. Pourquoi le lièvre court plus vite que le renard? Parce que le lièvre court pour sa vie, puis le renard, il court pour un repas. Si le renard il réussit à gagner, il fait juste manger. Si le lièvre perd, il crève. Donc, l'humain est fait comme ça. C'est comme ça que nous sommes faits. Donc, si nous sommes dans une certaine adversité avec une attitude du « ça va servir à mon avantage », c'est sûr qu'il y a de l'expansion là-dedans, il y a un mouvement, on peut grandir, tandis que de l'autre côté, on va plus en souffrir. Moi, je trouve que c'est important, on pourrait l'appeler l'école de l'adversité, de l'avoir. Moi, je suis une personne que... Je pense que même... Check bien ça, quelqu'un reprendre ça, là, puis se faire un podcast avec ça ou une formation. L'école de l'adversité. Ça pourrait être un podcast comme chaque invité, parle-moi de ta pire adversité. Tu sais, moi, j'en étais comme... Moi, je suis une personne qui en a tellement connu, provenant aussi d'une mère monoparentale immigrante. Puis l'immigration, c'est comme une des plus grandes adversités que quelqu'un peut vivre. Puis quand tu es jeune, tu le vois pas, mais quand tu es en disant mon âge, c'est comme wow. Je me questionne, moi, est-ce que j'aurais pu le faire? Tu sais, je questionne je fais cet exercice avec des personnes par rapport à l'immigration. Est-ce que tu serais capable de survivre, admettons, si tu dois déménager en Allemagne avec 100 $ dans ta poche, avec un enfant? Fou, hein? Sûrement que tu réussis. Pourquoi? Parce que c'est l'instinct de survie qui embarque. C'est l'énergie du désespoir. T'as comme pas le choix, tu comprends? Parce que on va le voir mettons, dans des séries télé ou dans des films, là, des situations là, comme de survie, puis qu'un humain ordinaire réussit à survivre. Puis là, il y a quelque chose d'inspirant là-dedans parce qu'on s'associe à l'humain ordinaire. Le gars, il a un job, il a une regular life, là, tout est normal, puis il réussit à survivre. Mais moi, je pense vraiment qu'on serait capable de survivre. Je crois que c'est lorsqu'on est trop justement confortable qu'on devient à avoir un petit peu plus de difficultés. Mais tu serais capable de le faire à 100%. Puis moi, j'ai pas vécu ça là, au niveau de l'immigration, mais quand tu le comprends par rapport, par exemple, à ta mère, tu dis qu'elle a vécu ça, bien, des fois, là, ça peut te permettre peut-être même de comprendre pourquoi. Mais peut-être qu'elle, quand tu as décidé de te lancer en affaires, elle va faire « Hey, non, ce serait peut-être mieux d'avoir une job stable. » Pourquoi? Parce qu'elle, elle a vécu, c'est quoi être dans l'insécurité. Fait qu'elle, l'une de ses valeurs aujourd'hui, c'est peut-être la sécurité. Ou complètement autre chose. Ça peut être « Eh bien non, let's go, on fonce puis on profite parce que là, on est en Amérique, ici, des opportunités, il y en a plein. » Mais l'adversité vient vraiment
vient vraiment forger, après ça, ta façon de penser sur comment tu vas voir les choses. Fait que des fois, c'est hyper positif, des fois, c'est un petit peu moins, mais dans tous les cas, ça vient vraiment te minder sur comment tu vois après ça le futur. T'sais, si tu as manqué de sécurité à un moment donné, peut-être que c'est ça que tu vas vouloir avoir dans ta vie, puis c'est super important pour toi. Ouais. Ben, tu vois, le lien par rapport à ma mère, c'est que je pense qu'elle, avoir vécu ça, qu'est-ce qu'elle a transmis en moi, c'est la confiance que elle, son message, ça a toujours été tu peux réussir ce que tu veux, sachant qu'elle, elle a réussi à le faire. Fait, puis moi, j'ai grandi avec cette pensée-là, juste avoir cette voix-là qui dit tout le temps ben si tu vas le faire, deviens le meilleur. Ouais. Sois le meilleur à qu'est-ce que tu vas faire. Hey, imagine comment c'est nice pour elle aujourd'hui de voir comme son fils qui réussit, puis c'est quand même. Tu le mérites, mais il y a quand même un gros grâce au move qu'elle a fait de venir ici, comment ça t'a ouvert des opportunités. Puis c'est pour ça que moi, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants réussir. Puis là, le Québécois, là, dans son chalet, là, il est frustré à dire comme il va hey, no job. Hey, lève-toi le cul, esti, parce que hey, eux autres, là, ils arrivent ici avec le couteau entre les dents. Là. C'est comme il y a des opportunités, puis toi, t'es là, ouais, ben, faut que ça vienne à moi. J'attends que ça vienne chez nous comme du courrier, esti. Comme les opportunités ne viennent pas cogner chez vous. Là. Fait que toi, t'arrives avec une rage de vivre, là, comme. Moi, en ce moment, moi, je viens du Nicaragua. Fait que là-bas, actuellement parlant, il y a une dictature qui se passe. Comme au Venezuela. Comment tu vis ça? Comment tu te sens de savoir que tu viens de là, puis là, ce que tu vis ici en ce moment, c'est différent? Je suis gratitude, c'est vraiment à 100%. Je suis tellement reconnaissant pour cette décision que ma mère a prise, ma famille. Mais aujourd'hui, c'est ça qui se passe. C'est comme l'histoire se répète. Parce que quand ma mère elle a quitté dans les années 80, c'était exactement une dictature qui se passait, la guerre civile puis tout ça. Ma mère, justement, est genre, à un moment donné, le village, il a fallu que tout le monde aille se cacher dans le gymnase de l'école. Puis elle a reçu une balle dans la fesse, je pense. Parce que ça se tirait partout, là, des trucs comme ça. Fait que c'est ça qu'elle a fui, qu'elle fuyait. Aujourd'hui, je dirais peut-être, il y a 2 semaines, ben j'ai un cousin qui a fait le même saut pour la même raison que ma mère l'a fait il y a 30 ans. Puis, lui, il est venu, lui, sa femme, puis 3 enfants, 3 filles. Fait que là, ils ont fait toutes les démarches pour avoir les papiers aux States. Ils sont venus aux States, ils ont déposé à New York. De New York, là, tu prends l'autobus qui t'amène genre à Plattsburgh. À Plattsburgh, il faut que tu marches. Janvier en ce moment, là, fait là, ils ont des valises, ils ont des enfants, des manteaux qui sont vraiment des windbreakers. Oh boy. Fait que là, il faut que tu traverses là, ils sont rendus aux douanes. Aux douanes, tu as toute une paperasse de documents à remplir, barrières linguistiques, argent, ils en ont, mais juste pour la survie, là, ils sont amenés ici. Et après ça, c'est comme, on va parler de nous, l'adversité qu'on a vécue. J'ai perdu ma job à un moment donné. Shut the fuck up, dude, là. puis, regarde, moi, je leur ai dit, j'ai 2 cousins qui ont... Regarde, j'ai 3 familles, cousins qui ont fait ce saut-là depuis les dernières années. Cette année-là, 2021. Puis à cause de tout ça, puis je les vois comme... Puis je leur ai dit, honnêtement, en ce moment, là, vous êtes arrivés au Québec dans une des meilleures périodes pour vous parce qu'il y a des jobs là, que personne ne veut faire. Les restaurants, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de vous. Puis en ce moment, contrairement quand ma mère est arrivée, peut-être qu'il n'y avait pas autant de jobs et tout ça, mais eux, là, en ce moment, il y a toute cette période-là où est-ce que ah, mais on ne veut pas travailler ça ne paye pas assez. Eux autres, avec plaisir, ils vont la faire, la job. Puis... Oui, mais ils vont finir par acheter le resto. Ils vont finir par prôner le bâtiment. Parce que je comprends l'idée de je ne vais pas faire ce job-là, mettons, toute ma vie. Oui. Mettons, moi, quand j'ai commencé à travailler à 10 ans sur une ferme. C'est jeune, là, commencé à travailler à 10 ans. C'est une job de ferme, là. Oui, puis j'ai gravi les échelons là-dedans. C'était pas des postes, mais c'était plus des tâches. Genre, OK, là, t'es rendu assez vieux, t'es assez fort, assez mature. Voici telle tâche. Ouais, c'était ça. C'était la promotion. À 14 ans, moi, c'était comme les clés du pick-up. Tu peux traverser la rue pour aller à telle place. Puis c'est quand t'as même pas de permis, tu sais. Mais je l'ai compris, ça, OK, tu grandis dans les échelons de ton travail, la société, peu importe, en apprenant autre chose. Mais quand tu as fait la job de merde, je mets bien des guillemets, là, quand tu as fait la job de merde au début, il y a une certaine humilité quand tu arrives un petit peu plus loin et que tu parles avec des gens qui font cette job-là. Dire, comme, tu peux pas dire « Ah, la job de resto, c'est la job de merde ». Moi, je l'ai fait travailler en restauration, dans des cabanes à sucre.
Je sais, je comprends leur struggle, comme peut-être que par rapport à ce que ça leur tente pas de faire. Donc, si c'est une job pour toujours rester là, dire, OK, mais mettons, je suis serveur, puis c'est constant, c'est juste ça. C'est vrai que si tu n'aimes pas ça, c'est ça, mais si tu n'aimes pas ça, je comprends de dire, j'ai pas envie de faire ça. Mais si tu le fais dans l'optique de je veux aller plus loin, ben tu n'as pas la même énergie quand tu fais ton travail. Fait que moi, dans tous mes travaux que j'ai eus, j'étais tout le temps dans une énergie de je sais que ça ne sera pas juste ça toute ma vie. Fait que je m'en fous de faire la petite job. Quand j'étais dans l'automobile, j'ai lâché ma job pour partir en affaires, ça n'a pas fonctionné. Avant de retourner vendre des autos parce que ça ne me tentait pas, je suis retourné travailler à la ferme. J'ai passé je vendais des chars, mettons, j'avais gagné, on va dire, 60 000 $ cette année-là. Je vais retourner pelleter de la merde à 12 $ à l'heure. Fait que tu sais, je l'ai fait là, comme, OK, ça va bien, puis là, bon, on redescend. Mais il n'y a pas de... À part ton ego, là, que ça graphine, là, c'est comme, ben, je vais être payé, puis je vais réussir, je vais remonter ça. Donc, mais tu sais, la job était là, puis d'autres gens diraient, ah non, moi, je veux pas faire ça, je veux plus. Mais c'est ça, on ne peut pas juger un travail de dire comme ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. C'est est-ce que ça te tente? Puis en ce moment, il y a plein de jobs que les gens ici au Québec, ça leur tente pas. Puis effectivement, l'immigration va venir combler ça. Puis l'immigration, je trouve qu'elle est assez simple pour eux. En tout cas, ils ont été chanceux, je pourrais dire. Là. Peut-être aussi pour l'État genre politique là-bas. Là. Mais, je connais pas assez ça, mais une chose que je sais, c'est qu'ils vont prendre les opportunités, puis ils vont vous tasser de la map. Là, parce qu'ils vont tout ramasser. Ce qui est disponible. C'est comme c'est là. C'est j'ai pas voulu me pencher pour le 2 $. Man, j'ai traversé j'ai marché dans le fret, puis j'ai fui, justement, là, comme ta mère, des balles, si du monde sait dessus, je vais le ramasser. Ouais, je vais le ramasser. Québécois, je suis trop bien pour ça. C'est juste du sous. On fait une caricature, évidemment, là, on généralise. Là. Moi, tu sais, qu'est-ce qui me fait peur le plus? Parce que là tu as vu qu'est-ce que j'ai passé. J'ai passé par l'université, puis il y a une grosse histoire derrière ça. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait peur? J'ai une petite fille de 9 mois, puis elle est née vraiment dans une bonne place. Ouais. Tout est bien. Puis là, ça me fait peur. Je suis comme... Parce que je veux qu'elle soit comme... qu'elle puisse atteindre des niveaux comme moi, vraiment croissant. Je me dis, elle ne va pas connaître l'adversité comme je l'ai connue. Elle ne va pas connaître vraiment la barrière linguistique que ma mère a eue, le manque de job qu'on a eu, la pauvreté qu'on a eue, les trous dans les souliers qu'on a eu. Elle a une maison, elle a une cour, elle a du chauffage. C'est un drôle de struggle, ça. Hein, parce que je suis comme, comment je vais l'élever? Parce que je veux qu'elle ait l'adversité, mais j'ai peur que ça lui fasse mal. Il y a une façon, tu sais, comme les gens... Il y a des gens hyper riches que leurs enfants vont devenir des grands leaders, puis il y en a d'autres qui vont devenir des bébés gâtés. Fait qu'il y a quelque chose au niveau de l'éducation qui n'est pas nécessairement... Encore une fois, c'est un univers à aller découvrir. Moi, je regarde ça parce que depuis que je suis papa, je me dis la même chose que toi, c'est hey, mon enfant, il a plus souvent pris l'avion qu'il a été à la garderie. Là. Fait que, on voyage, on s'amuse, comme on a du fun, mais... C'est clair que tu dis, OK, lui, faut que tu... je veux pas qu'il soit en mode genre, j'ai pas envie de. Tu sais, mettons, le mec qui a 10 ans, genre, mes amis, ils sont allés à Walt Disney dans un avion commercial. Nous autres, on vole en jet privé. Tu comprends? Je sais que c'est ça qui va arriver. Fait que je veux pas qu'il y ait ce côté-là hautain, tu sais, de ton enfant, de genre, tout est plus facile pour nous. Mais c'est sûr qu'il y a une façon d'éduquer. J'ai pas encore la réponse, mais je l'étudie en ce moment. Il y a une façon d'éduquer ses enfants pour qu'ils soient forts mentalement puis qu'ils aient vécu une certaine adversité sans que ça soit la vie de façon vraiment comme tragique qui te l'amène. Il doit y avoir des choses. Il y en a, puis regarde, moi j'ai une piste, puis ça j'ai déjà eu cette discussion-là avec un autre invité, parce que lui aussi il a plein de succès puis tout, puis tu sais, sa fille, tu vois, là, il est en train de grandir dans le monde, genre où est-ce que les ressources sont là. C'est pas compliqué la vie. Puis là, moi j'ai dit, tu sais, moi, ma solution, puis je pense qu'il faut qu'on aille mal comme parents pour permettre d'eux avoir aussi de pouvoir connaître cette adversité. Puis je donne mon exemple. Je suis nicaraguayen, ma femme est dominicaine. Fait que nous, on s'est dit, comme, tu sais quoi, ça va faire chier quand ça va venir le moment, mais quand ça va venir les vacances d'été, moi, ma fille, je l'ai envoyée en République. Puis tu t'en vas là-bas, tu vas aller chez ta grand-mère là-bas, puis tu vas aller avec tes cousins, tu vas connaître c'est quoi être pauvre, tu vas connaître c'est quoi, genre, ne pas avoir tout ça. Puis je pense que c'est le petit côté adversité où est-ce que, tu sais quoi, je vais te faire sentir pauvre pour au moins 2 mois de l'année, puis voir vraiment que tu puisses au moins être plus
humble, reconnaissante sur qu'est-ce que tu as ici, parce que là-bas, ça va être complètement différent. C'est la petite idée, il y a ça, vois-tu, puis toi, tu l'as vécu d'une façon, mettons, plus difficile que moi. Moi, j'ai grandi d'une famille où on était bien, mais le fait de commencer à travailler jeune, ça l'a dû à 10 ans, 12 ans. Moi, à 14 ans, je n'avais pas d'été où je jouais avec mes amis. Là. Je travaillais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans où fallait que je m'apprenne à me débrouiller. Là, il y avait un stress à gérer. Mais j'arrivais le soir, j'avais de la bouffe sur la table, puis tout était correct, tu comprends? Mais je devais quand même gérer ces stress-là. Mes parents nous ont impliqués. Là, mon père s'impliquait beaucoup avec Opération Vent Soleil. On vendait, mettons, là, en avant d'un magasin Costco, des bonbons, peu importe, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on vendait, là, mais des trucs pour ramasser de l'argent. Fait qu'il fallait aller vers les autres. Fait que, tu sais, il y a des choses, il y a des quand même une certaine adversité où c'est rien comparé, mettons, à ce que tu as vécu, mais ça reste que ça t'apprend une certaine maturité où tu n'es pas juste chez vous à tout avoir facilement. Dans le fond, la solution, je pense que c'est nos enfants, il faut qu'on leur coupe leur été. Il ne faut pas qu'il y ait aucun fun durant l'été. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Là, non, moi, je dirais plutôt que la solution, on va faire quelque chose qui probablement qui n'arrive pas souvent dans des podcasts parce qu'on aime ça dire qu'on a la vérité ou qu'on a la solution. Disons plutôt qu'on n'a pas la solution, mais on va la découvrir. On va la découvrir. On verra dans un autre épisode. Exact. Donc, j'aimerais ça toucher un sujet que j'ai vu apparaître sur tes stories. Là, on rentre dans l'actualité. La division sociale. Ouh, ça, c'est chaud en ce moment. Là. C'est noir ou c'est blanc. J'ai fait un post là-dessus, 2-3 jours. Ouais. T'es à jour, là. Ah, je suis à jour. C'est rouge ou c'est bleu. C'est quoi ton opinion derrière ça? Ben, en fait, j'ai fait un épisode qui va sortir demain. Mais en fait, il va déjà être sorti quand on va sortir celui-là. La semaine dernière, il est sorti. C'est ça, tu l'écoutes déjà là, j'ai reçu plein de hate. Mais j'ai fait un post pour dire aux gens, êtes-vous pour ou contre le fait que je parle de la division sociale dans un épisode de podcast? Puis les gens n'ont pas compris la question. Les gens, en fait, il y avait comme plein de gens qui étaient comme contre. Puis là, j'étais là, pourquoi le monde sont contre? Mais la façon que j'avais écrit mon texte, les gens disaient contre la division sociale. C'était comme clairement que pratiquement tout le monde est contre la division sociale. Mais sur le coup, j'étais surpris. Puis fait que je me suis dit, je vais faire un épisode quand même. Puis les gens verront après. Mais ce que j'explique, en fait, c'est pas dans est-ce que je suis pour ou contre la division sociale. C'est sûr que je suis contre. L'idée en arrière de ça, c'est plutôt ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Donc, si on est si concentré que ça sur le fait que, ben, il y a de la division, ben, on se met nous-mêmes dans « Hey, eux autres sont différents, moi. » Donc, soyons donc, là, ça va paraître une phrase cute, là, soyons donc l'acteur de changement de « Hey, je vais... » C'est beau, hein? C'est beau, hein? Non, mais soyons cette personne-là qui est juste comme pas là-dedans. Là. Tu comprends? Qui est comme « Ah, moi, je respecte l'opinion, d'à peu près tout le monde. J'ai le droit de ne pas être d'accord, mais je respecte ce que tu dis. » Fait qu'il y a une espèce de respect. C'est plus ça. Puis ce que je trouve plutôt triste en ce moment, c'est que oui, on se fait montrer beaucoup comme qu'il y a de la division, mais je pense, c'est ça le fond de ma pensée, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. On se fait plus montrer qu'il y en a, quand dans le fond, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, les gens, je fais attention à ce que je dis, là, mais moi, je croise plus du monde qui sont d'accord avec mes idées, qui sont contre mes idées. Je suis sûr que dans ton entourage aussi, oui, il y a du monde qui ne sont pas d'accord, là, mais je commence de plus en plus à parler avec des gens qu'on dirait que on se comprend dans nos idées, on se comprend dans ce qui se passe, on se réveille sur certaines choses que peut-être avant on voyait moins, on est plus intéressé à ce qui se passe politiquement. Il y a quelque chose de bon là-dedans, puis ça va être curieux de voir d'où comment ça va en ressortir. Mais moi, je pense qu'on se fait dire qu'il y a beaucoup de divisions quand dans le fond, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Mais je peux comprendre ton point de vue, puis ça, c'est un point de vue où est-ce que souvent les plus silencieux, c'est eux que, tu sais, vraiment qu'on entend, bien, évidemment, ils sont silencieux, on ne les entend pas, mais c'est, OK, je vais refaire ça. Eux autres qui parlent le plus fort, c'est souvent eux, là, que ils ont moins raison ou qui en savent le moins sur la situation. Puis dans les médias sociaux, c'est... Parce que premièrement, les médias sociaux, les personnes qui parlent à voix haute, peu importe dans quelle extrémité que tu es,
mais aussi tu vas avoir l'enjeu de l'algorithme de la machine qui va filtrer cette information-là. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime pas ça m'impliquer à vraiment donner mon opinion sur ces sujets-là. Parce que, premièrement, je suis un gars de marketing, je sais comment les algorithmes fonctionnent, puis du moment que je dis quelque chose à mon opinion, mais c'est comme si la machine va reconnaître de qu'est-ce que je veux dire, puis va commencer à me shooter tout plein de trucs comme ça. Fait que c'est là que je vais commencer à voir tout le temps cette même polarisation. Parce que, admettons, Facebook, c'est une machine à frustration. C'est que si je sais que tu n'aimes pas ça, je vais t'en donner encore plus. Je vais mettre de l'huile au feu. Comme ça, tu vas encore plus. Mais c'est vrai, parce que j'ai des gens qui me disaient, mettons, sur TikTok, tu peux cliquer, mettons, pas intéressé, puis là, la plateforme dit, on va arrêter de te montrer ce contenu-là. Moi, j'ai des gens qui me disaient, ben, j'ai cliqué pas intéressé sur tes hosties de vidéos, puis je les vois encore. Mais c'est sûr, parce que tu réagis sur la vidéo. Fait que tu vas être encore plus longtemps sur la plateforme, parce que tu vas faire, si, fait chier TikTok. Puis là, c'est ça, si je l'ai lu, puis là, tu vas commenter. Mais là, tu vois une vidéo que t'aimes, like, tu skip. T'aimes, tu like, tu skips. Tu ne vas même pas aller commenter. Mais quelque chose que tu détestes, tu vas aller commenter, tu vas l'envoyer, tu vas retourner voir les commentaires parce qu'il y a une énergie là-dedans. C'est sûr qu'ils vont te le remontrer encore plus. Donc oui, quand tu comprends ça, c'est que c'est un peu trigger. Parce qu'en fait, on voit ils nous montrent ce qu'on a le goût de voir au final. Fait que tu sais, peut-être que l'information est peut-être un peu biaisée. Bref, mais moi, je te dirais plutôt que je n'ai pas vraiment parlé de mon opinion sur la pandémie. J'ai fait juste une vidéo avec mon personnage, mon oncle Gaétan. Les gens pourront aller voir ça sur ma page Facebook, Drôlement Inspirant. C'est ça, c'est mon oncle Gaétan qui s'exprime sur le sujet. Mais j'allais pas vraiment parler parce que je me suis dit, pendant tout le long, je le sais pas vraiment. Puis ça peut être tellement mal pris. Là, si on fait un footage là, juste de ce bout-là, c'est comme ce gars-là, c'est un imbécile. C'est ça que le monde va dire. Mais je sais pas vraiment c'est quoi mon opinion. Puis là, on a peur de dire ça comme je le sais pas. C'est comme s'il fallait avoir une réponse à tout. Tu comprends? Pour répondre à tout. C'est quoi ta solution, toi, pour tel problème dans le monde? Ben moi, si je serais le président, ce que je ferais, ça serait... Ta gueule, si tu serais le président, tu sais pas. Si tu as de la misère à manager ton CELI et tes REER, tu vas pas aller gérer un pays, là, Madame Gaétan. Fait que je suis à l'aise à dire, je le sais pas. Tu comprends? Il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je comprends pas, mais probablement que dans 10 ans, je vais faire, OK, là, j'ai beaucoup plus compris. Fait que d'ici là, ce serait peut-être intéressant, d'une façon bienveillante, de juste fermer ta gueule, puis pas juste tout le temps dire comme « Ah, moi, je pensais ça, moi, je pensais ça. » Comme si tu es convaincu de ton idée, vas-y, parle, puis aucun problème. Moi, je suis pas convaincu de mon idée. Fait que quand je parle, c'est que je sais que ce que je vais dire là-dedans, je vais être à l'aise avec ça dans 10 ans. Exactement. Ben, tu sais, c'est comme, moi, un mouvement là, que j'aimerais faire ça, puis je sais même pas comment je vais le faire, puis je pense pas que je vais le faire, mais c'est... OK. Ben... mais parce que, regarde, c'est que voir le monde se plaindre, voir toute la négativité, les mauvaises nouvelles, puis admettons, on va prendre genre les médias d'ici, je veux même pas les nommer, vous savez de qui je parle. C'est tellement négatif, c'est tellement polarisant à chaque fois qu'ils mettent quelque chose. Excusez, puis juste, juste les commentaires des personnes, je suis comme, vous savez comment taire, admettons, des médias corporatifs comme ça à ne plus avoir de succès? Arrêtez-les, ignorez-les. Tu ignores tous ces messages-là de médias. Dans mon épisode, c'est exactement ça que je dis. Ignore-les tous, puis tu vas voir que tu vas faire encore plus de mal que quand tu leur donnes une opinion. Hey, tu dis exactement ce que j'ai dit dans mon épisode que j'ai enregistré hier, qui sort demain. Je dis la même chose. Je dis, si vous voulez, parce que l'exemple que je donnais, c'est la solution. C'est, mettons que tu détestes un restaurant. Pour faire fermer le restaurant, parce que tu le détestes vraiment, là, c'est-tu d'aller continuer d'aller manger là? Pas vraiment. Ah, tu peux faire une campagne de salissage puis dire à tout le monde, allez pas manger là, c'est pas bon. Tu la pub. Exact. Fait que si juste comme hey, vous existez pas, lui il existe pas, il va pas disparaître du jour au lendemain, mais il va être beaucoup moins puissant. Là. Exactement. Donc, oui, par rapport aux médias, je suis vraiment d'accord avec toi. Ignore-le. Si tu détestes mon contenu, mais tu viens sur ma page commenter, tu m'aides. C'est la même chose pour... Mon message était beaucoup, par rapport à la division sociale, c'était beaucoup comme ce sur quoi tu mets ton attention, prendre l'expansion. Ce que tu n'aimes pas, bien, si tu mets ton attention là-dessus, il grossit encore plus. Là. Parce que ça grossit toi dans ta tête parce que tu le vois constamment, puis ça grossit dans la vraie vie, dans la réalité, parce que tu mets de l'attention là. Tu commandes, tu fais ci, tu fais ça. Tu embarques dans un mouvement au final que tu n'aimes pas.
Mais ça pourrait être bon ton mouvement que tu as pensé faire, puis tu ne feras peut-être pas. Puis je vais pas faire. Mais parce que ça, le monde ne comprenne pas ce genre de message-là. C'est comme, ignore-le. Parce que le monde, ils sont trop émotifs aux choses. Parce que c'est rendu toutes des clickbait que tu vois comme, c'est les anti-vaccins, ils doivent rester à la maison puis on va les taxer. Tu mets ça là, sur Facebook, c'est sûr tu vas allumer une population complète. Tu vas avoir les deux bas. Mais si tu ignores ce titre-là, tu viens de faire mal à ce titre-là. Mais la beauté des médias sociaux, c'est que tout le monde peut dire son opinion. Ce qui est laid des médias sociaux, c'est que tout le monde peut dire son opinion. Fait qu'il y a quelque chose de le fun parce qu'il y a une liberté pour tout le monde, mais en même temps quelque chose de plate parce que tu n'as pas nécessairement le goût. Tu sais, comme c'est ça, le Manon Gaétan, là, qui dans le temps, là, il était juste dans son petit shack, là, puis il était comme « Moi, là, ce que je pense des ethnies... » On ne l'entendait pas. Ouais. Aujourd'hui, tu l'entends. Tu l'entends. Il écrit en lettres majuscules avec des espaces ça de long entre chaque mot, puis tu fais « C'est ça, toi! » Ouais, maintenant, il a découvert ça. Là, je sais comment ça marche. Ouais, c'est sa tablette là, que sa bonne femme a acheté. Là. Ouais. Et ça, là, puis... Ça sert à ça. Bref, on fait une caricature, mais oui. Mais on ne réglera pas ce problème-là aujourd'hui. Là. On fait un souhait. C'est pour ça, on passe un message. Ignorez ce que vous n'aimez pas. C'est aussi simple que ça. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Parce que tu vois quelque chose qui c'est comme. Parce que c'est pas dans tout. Si tu vois quelqu'un dans la rue tantôt, tu vois deux personnes se battent dans la rue, vas-tu juste l'ignorer en faisant comme oh, le problème va se régler si je l'ignore? J'aime pas ça la violence. J'aime pas la violence. C'est peut-être quelqu'un vraiment qui est dans le trouble et tu as besoin d'aller l'aider. Fait qu'il y a quelque chose d'humain qui est normal d'être attiré vers ce négatif-là. Fait qu'il y a du bon, il y a du mauvais, mais de façon consciente par rapport à l'exemple des médias, moi je le trouve très bon de dire d'ignorer, mais je comprends que c'est difficile parce que même toi qui est bien éveillé, qui est bien conscient, tu vas voir un titre qui te choque, tu vas mettre quand même plus ton attention dessus que sur quelque chose de positif parce que c'est comme ça me fait chier. Mais là, consciemment, après, tu vas faire OK, non, je passe à autre chose. Mais il faut que tu le fasses. Faut vraiment, là, tu te parles, là, c'est comme OK, non, je passe à autre chose, je me concentre sur qu'est-ce qui va être le plus important. Mais ça peut rester en ta tête quand même. Si je te croise, là, le négatif va toujours être plus dans notre mémoire. Si on se connaît pas, là, je te croise dans la rue et je te dis ouais, un beau chandail. OK, tu l'oublies. Tu vas pas repenser à ça. Là. Si je te croise et je fais c'est laid, ce chandail-là. Tu viens de tuer ma journée au complet. Là, quand... si je le revois, je vais me défouler sur Facebook. Le petit cas, là, c'est en train de m'insulter. Mais il y a quelque chose, puis peut-être même, puis dépendamment, puis je vais te pousser ça encore plus loin. Là. Si tu es en train d'écouter de la musique, là, tu vas peut-être même, à chaque fois que tu vas entendre la même musique, te rappeler de moi qui dit ton chandail est laid. Tu vas repasser, tu vas être dans le building, là, tu vas être devant le building où je te l'ai dit. À chaque fois que tu vas être devant le building, tu vas te rappeler que je t'ai dit que ton chandail était laid. Parce que tu étais à cette place-là. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment fort au niveau du négatif. Le négatif est beaucoup plus émotionnel que le positif. Fait que ça ne réglera pas le problème, mais quand tu sais ces choses-là, ça t'aide à en être moins prisonnier. Exactement. Bien dit. Donc, on fait un bon pod. Puis pour toutes les personnes qui veulent te joindre, qui veulent en connaître plus parce que tu as une super énergie, comment on peut te trouver? C'est quoi tes plateformes de préférence? C'est gentil, super énergie. J'ai été calme aujourd'hui. Hein, je parlais moins fort pour avoir guéri la gorge en même temps. Un petit rosemont pour la gorge. Oui, exact. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Évidemment, c'est toutes des plateformes sur lesquelles je suis. YouTube. Sinon, site web, drôlementinspirant.com. C'est facile de me retrouver partout. Et puis, il y a un podcast qui est assez populaire. On est écouté dans plusieurs pays. Donc, félicitations pour ça. J'ai vu ça, c'est une belle un bel accomplissement, je dirais, vraiment le podcast. Présentement, sur Spotify, au Canada, il est numéro 1 dans la francophonie. Si tu regardes tous les podcasts francophones au Canada, sur Spotify, il est numéro 1. Je pense que c'est souvent dans le top 3 ou 4. Là. Et même globalement, je pense que c'est pas loin de Rogan en plus. Non, pas là. Il a monté, à un moment donné, il a monté très haut. Tu vois le screenshot, là, tu vois les Rogan. Il avait calé ça, hein, je te jure. Tu fais un t-shirt avec. On fait une parenthèse. Là, lui là, puis je suis là. Tu sais, le pouvoir là, du cerveau, il y a quelque chose de puissant. Là. J'étais 25e, puis j'avais dit à un de mes chums, je te dis ce qui va arriver. Okay? Là, je me mets dans un momentum de tout casser. Je vais en parler, je vais faire du bruit, je vais appeler les médias, je vais faire un paquet d'affaires avec ça. Je vais aller 2e. Juste en bas de Joe Rogan, je vais prendre un screenshot avec mon téléphone, c'est ça que je vais envoyer aux médias, puis on va en parler.
C'est exactement ce qui est arrivé. J'étais arrivé deuxième, puis là, j'ai envoyé ça aux médias, puis là, Salut Bonjour en a parlé, une couple d'émissions, puis tout ça. Ouais, ben ça, la presse, puis bref, ça l'a fait un effet boule de neige. Mais non, là, je suis plus à côté sur Joe Rogan, parce que, tu sais, c'est au Canada, puis évidemment, tu sais, je parle de croissance personnelle. Ça n'intéresse pas tout le monde. En français. Et là, il y a plein de bons sujets chauds sur l'actualité, ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est sûr là, qu'ils sont en avance, et pour des bonnes raisons, tu sais, fait que c'est tout à fait correct. Mais si je me compare à même pas mon domaine, la croissance personnelle, mais juste comme podcast francophone, ben, il est tout à l'intop. Non, exactement. Puis moi, c'est comme ça aussi que je suis introduit à des personnes qui disent Hey, je suis à côté, top podcaster ici au Québec. Je suis comme, ouais, c'est qui lui? C'est là que je me dis, comme, OK, ça a été important que tu viennes ici parce que je pense que j'ai une audience. Je suis pas reconnu par tout le monde. Parce que, exactement, je pense que j'ai une audience qui ne te connaît pas, mais qui est pertinent vraiment à te connaître. Puis ça, c'est une des forces aussi que je veux amener de ce podcast-là, c'est de découvrir des personnes qui maîtrisent bien quelque chose, mais peut-être ne sont pas connues autant que c'est ça qu'on fait vraiment une question dans de la temps. game de podcast. Puis, une question de temps. On voit notre croissance aussi, apparemment, pour Yellow Sea Podcast. Où est-ce qu'on a commencé dans un sous-sol, on est rendu dans un studio en béton à Montréal. Fait que c'est des beaux accomplissements. C'est juste la discipline et la constance. Il ne faut jamais abandonner. C'est ça le mot de la fin, si. Il ne faut pas abandonner. Si tu veux l'inspiration, la voilà. Hey Charles, merci. Hey, merci ça fait un plaisir. Donc, à la prochaine. On se voit bientôt, c'est sûr et certain, dans Absolument. un autre épisode. Ciao.